Les années 60 nous ont offert certains des films de guerre les plus audacieux jamais vus à l'écran, des films qui ont tout risqué pour dire la vérité, seulement pour être oubliés dans l'ombre des blockbusters. Que devient un film lorsqu'il est trop audacieux pour son époque? Certains furent censurés, d'autres ignorés, mais tous gardent une puissance explosive. Aujourd'hui, nous vous révélons 10 films de guerre des années 60, sous-estimés à tort, que vous devez voir. Numéro 10, Les Vainqueurs, 1963. Quand Les Vainqueurs est sorti, les critiques l'ont qualifié de trop sombre, trop antipatriotique. Le public s'est tenu à l'écart, recherchant un héroïsme réconfortant plutôt que le désespoir brut qu'offrait ce film. Réalisé par Carl Foreman, déjà mis sur liste noire pendant l'ère McCarthy, le film osait raconter l'histoire de soldats alliés non pas comme des libérateurs sans faille, mais comme des hommes brisés pris dans l'engrenage de la guerre. Le récit se déroule à travers l'Europe, présentant de petites scènes de la vie des soldats, des moments de camaraderie, de cruauté et de désillusion. Contrairement aux récits triomphaux de l'époque, ce film montrait des désertions, des exécutions et le vide qui suivait la prétendue victoire. Une scène glaçante montrait un soldat exécuté pour l'acheter le jour de Noël, sur fond de chants de Noël. Des membres du public auraient, dit-on, quitté la salle dans un silence abasourdi. Cela a immédiatement déclenché une vive controverse. Les distributeurs américains ont coupé près de 20 minutes de la version originale, craignant que cela ne nuise au moral pendant la guerre froide. Les censeurs britanniques ont été choqués par sa description crue de la brutalité et du désespoir. Même sa publicité semblait discrète, comme si le studio lui-même était nerveux à l'idée de sortir un film de guerre qui n'offrait aucun réconfort. Dans les coulisses, Foreman se débattait avec la pression constante de Columbia Pictures, qui, dit-on, le suppliait d'injecter plus d'héroïsme et moins de désespoir. Il refusa, affirmant « La vérité est plus patriotique qu'un mensonge ». Son insistance fit du film un orphelin en son temps. Au fil des ans, cependant, The Victors a acquis un statut de film culte. Le public moderne le considère comme l'un des manifestes anti-guerre les plus audacieux des années 1960. Un film qui refusait d'habiller la mort de gloire. Aujourd'hui encore, il demeure un véritable fantôme cinématographique, difficile à dénicher, mais absolument inoubliable une fois qu'on l'a vu. Le visionner, c'est comme ouvrir une authentique capsule temporelle de désillusion, nous rappelant avec force que certaines vérités n'ont jamais été destinées à être simples. Numéro 9, Play Dirty, sorti en 1969. Quand Play Dirty est sorti en salle, les critiques l'ont rejeté comme une sombre contrefaçon des 12 salopards, mais ce qu'ils ont manqué, c'était son génie impitoyable. Avec Michael Caine, le film ne parlait pas de nobles sacrifices. Il s'agissait de survie, de trahison et des frontières floues de la moralité en temps de guerre. L'histoire suit une unité hétéroclite de criminels et de marginaux chargés de saboter les approvisionnements en carburant allemand en Afrique du Nord. Sur le papier, ça ressemblait à une autre aventure de gros bras en mission. Mais le réalisateur André de Toth a dépouillé le film de son glamour pour le remplacer par de la rudesse. Le désert a été filmé comme une tombe sans fin. Les hommes ne sont pas morts avec de grands discours, mais d'épuisement, de soif et de pure futilité. Ce qui a véritablement bouleversé les gens, c'était la fin. Sans trop en révéler, disons simplement que les héros ne s'en sortent pas en souriant. Le rebondissement fut si choquant que certains distributeurs ont hésité, affirmant que le public se révolterait face à un tel désespoir. Les critiques britanniques l'ont qualifié d'antimilitaire, tandis que le public américain l'a largement ignoré, préférant l'héroïsme plus traditionnel de John Wayne. Derrière la caméra, le film était miné par des conflits internes. Le producteur Harry Saltzman, tout juste sorti de la franchise James Bond, se serait heurté à de Toth concernant le ton. Saltzman voulait plus de spectacle. De Toth voulait du désespoir. Michael Caine a admis plus tard qu'il avait pris le rôle pour l'argent, mais a fini par admirer son honnêteté brute, même si cela signifiait moins de recettes au box-office. Avec le temps, Play Dirty a été réévalué. Les historiens du cinéma le considèrent désormais comme l'un des portraits les plus lucides de la Seconde Guerre mondiale, un chef-d'œuvre cynique qui a anticipé l'ambiance anti-guerre des années 70. Ces batailles boueuses et chaotiques ont influencé les films de guerre ultérieurs qui ont abandonné l'héroïsme pur et simple. Aujourd'hui, Play Dirty nous sert d'avertissement. La guerre ne forge pas toujours des héros. Parfois, elle ne fait que les enterrer. Il a peut-être été oublié à son époque, mais ses échos sont plus forts que jamais. Numéro 8. L'incident Bedford, 1965. Quand l'incident Bedford est sorti, beaucoup s'attendaient à un simple thriller naval. Au lieu de cela, ils ont découvert une vision
Une bombe psychologique qui a ébranlé le public. Avec Richard Widmark en capitaine américain intransigeant et Sidney Poitier en journaliste sceptique, le film explorait la paranoïa de la guerre froide à travers la tension claustrophobe d'un destroyer traquant des sous-marins soviétiques. La prémisse était simple mais terrifiante. Une seule erreur pouvait déclencher la Troisième Guerre mondiale. Ce qui le rendait si troublant, c'était son refus d'offrir le moindre répit. L'obsession du capitaine pour la discipline dégénère en un accident glaçant qui déclenche la catastrophe. Les spectateurs sont sortis en murmurant que c'était moins de la fiction, et plus à une prophétie. La controverse a éclaté aussitôt. Des groupes militaires ont condamné le film, suggérant que les dirigeants américains pourraient déclencher une guerre nucléaire par imprudence. Columbia Pictures a même adouci son matériel promotionnel, craignant de fâcher le Pentagone pendant l'escalade du Vietnam. Des rumeurs ont circulé, selon lesquelles des fonctionnaires du gouvernement détestaient en privé le film pour avoir rendu la stratégie de la guerre froide fragile. En coulisses, Widmark se serait heurté au réalisateur James B. Harris, qui insistait pour une représentation encore plus brutale de l'arrogance militaire. Harris, qui avait jadis collaboré avec Stanley Kubrick, a insufflé au film cette même angoisse froide et clinique. Mais cela s'est avéré excessif pour les spectateurs de 1965 qui cherchaient l'évasion. Les recettes au box-office furent lamentables. Et pourtant, avec le recul, The Bedford Incident avait des années d'avance sur son temps. Ces thèmes de la politique du bord du gouffre et de l'erreur humaine préfiguraient la paranoïa que l'on retrouve dans des films comme Crimson Tide et même Dr. Strangelove. Aujourd'hui, il survit comme un chef-d'œuvre culte, un film qui a osé murmurer l'impensable, que la plus grande menace pour la paix n'est peut-être pas l'ennemi, mais notre propre obsession du contrôle. Numéro 7. Hell is for Heroes, 1962. Quand Hell is for Heroes est arrivé, les critiques ne savaient pas vraiment quoi en penser. Réalisé par Don Siegel et mettant en vedette Steve McQueen, le film était épuré, brutal et beaucoup moins glamour que les films de guerre héroïques des années 50. Pour un public qui s'attendait à un patriotisme exaltant, ce qu'ils ont eu à la place, c'était une sombre méditation sur la survie et la futilité. L'histoire suit un petit groupe de soldats américains qui tient un tronçon de front désolé face à des forces allemandes écrasantes. McQueen incarne le personnage de Reese, un solitaire amer et en colère, qui se méfie de toute autorité et ne se bat pas pour la gloire, mais uniquement par pur instinct de survie. Il n'y a pas de grand discours, seulement de l'épuisement, de la peur et une ambiguïté morale. Les derniers moments où des hommes sont sacrifiés pour tenir un terrain qui semble stratégiquement inutile ont frappé le public comme un coup de poing. La controverse est venue discrètement. Certains ont accusé le film d'être trop cynique, surtout avec sa suggestion que le commandement était souvent incompétent et que les soldats étaient considérés comme sacrifiables. Pendant la guerre froide, de tels thèmes étaient inconfortables, surtout pour un système de studio toujours désireux de projeter la puissance militaire américaine. Le film fut peu promu, éclipsé par des productions plus importantes. La production ne s'est pas déroulée sans heurts. McQueen se serait heurté à ses partenaires et aurait exigé des modifications de dialogue pour rendre Reese plus sombre et plus complexe. Le studio a coupé plusieurs scènes de Siegel, les jugeant trop sombres. Les critiques lui ont donné des critiques mitigées, le qualifiant de cru mais désagréable. Pourtant, avec le temps, Hell is for Heroes a été salué comme l'un des drames de guerre les plus réalistes sur les petites unités de son époque. Son histoire épurée, ses paysages rudes et son exploration de la psychologie de la peur ont inspiré les films ultérieurs sur la guerre du Vietnam. Aujourd'hui, il prouve que les films de guerre n'ont pas besoin de spectacle, mais de vérité. Parfois, l'acte le plus héroïque est simplement de tenir bon jusqu'au matin. Numéro 6. Morituri, 1965. À sa sortie, Morituri aurait dû être un succès. Marlon Brando, au sommet de sa gloire, associé à Yul Brynner dans un thriller tendu sur la Seconde Guerre mondiale. Au lieu de cela, ce fut un échec si cuisant que Brando lui-même a plaisanté plus tard, en disant que cela avait contribué à ruiner sa carrière dans les années 60. Mais sous le désastre commercial se cache l'un des films de guerre les plus sous-estimés de la décennie. L'histoire suit Robert Crin, un déserteur allemand incarné par Brando, contraint par les Britanniques de se faire passer pour un officier nazi à bord d'un navire marchand transportant une cargaison vitale. Sa mission est de saboter le navire avant qu'il n'atteigne les eaux sous contrôle japonais. Mais les choses dégénèrent quand le capitaine endurci de Yul Brynner devient méfiant, créant un jeu d'échecs de tromperie et de survie. Le public s'attendait à la bravade habituelle de Brando, mais il a plutôt joué craint.
Il était anxieux, réticent et profondément humain. Le film, un drame psychologique, montait en puissance lentement, rempli de tensions morales plutôt que d'action. Les critiques de l'époque l'ont trouvé bavard et peu commercial. Pire, des rumeurs circulaient selon lesquelles Brando s'était affronté avec le réalisateur Bernard Wicki, refusant le placement et exigeant des réécritures en plein tournage. Le plateau devint si chaotique que certains membres de l'équipe chuchotaient que cela ressemblait plus à une mutinerie qu'à un film. Sa réception fut désastreuse. Peu l'ont vu, encore moins l'ont salué. La Fox l'a rapidement enterré, ne voulant pas connaître un nouvel échec financier après Cléopâtre. Mais avec le temps, les historiens du cinéma ont procédé à une réévaluation de Morituri. Ils le considèrent désormais comme une audacieuse méditation sur l'identité, la peur et la délicate frontière entre la loyauté et la survie. La performance retenue de Brando, autrefois décriée, semble étonnamment moderne. Aujourd'hui, Morituri vit dans l'ombre de films de guerre plus connus, mais pour ceux qui le découvrent, il délivre un message obsédant. En temps de guerre, la survie exige parfois des masques, des mensonges et des trahisons, et ces cicatrices ne guérissent jamais complètement. Numéro 5. King & Country, 1964. Quand King & Country a été présenté, il n'a pas rugi dans les salles avec des batailles épiques ou des musiques grandioses. Au lieu de cela, il a murmuré son réquisitoire dans de petits espaces étouffants. Réalisé par Joseph Losey, ce drame en noir et blanc ne se déroulait pas sur un champ de bataille, mais à l'intérieur d'un tribunal militaire britannique pendant la Première Guerre mondiale. Pourtant, ces thèmes de futilité et d'autorité l'ont fait résonner profondément durant les années 60. Le film suit le soldat Hamp, interprété par Tom Courtenay, un militaire épuisé, accusé de désertion. Sa défense est menée par le capitaine Hargreaves, joué par Dirk Bogarde, qui commence avec une froide indifférence, mais ressent peu à peu le poids écrasant de l'injustice. Il n'y a pas de grande bataille, seulement des interrogatoires, des silences et l'inéluctabilité de l'exécution qui se profile. La controverse était inévitable. Bien que techniquement sur la Première Guerre mondiale, le public et les critiques ont rapidement établi des parallèles avec le Vietnam et les enchevêtrements coloniaux britanniques. L'armée britannique détestait la suggestion du film que les soldats étaient des pions sacrifiables, et certains cinémas ont subi des pressions pour ne pas le projeter. Même son budget, jugé minimal, devint un objet de ridicule, certains critiques le rejetant comme une simple pièce de théâtre filmée. En coulisses, Losey, un exilé américain mis sur liste noire durant l'ère McCarthy, insuffla une colère bouillonnante à l'ensemble de la production. Bogard aurait réécrit une grande partie de ses dialogues, rendant son personnage plus froid et moins humain que ce que le scénario avait prévu. La performance de Courtenay, à la fois discrète et fragile, a laissé le public profondément troublé, comme s'il avait été le témoin de quelque chose de bien trop réel. Bien que largement ignoré lors de sa sortie, King & Country est aujourd'hui considéré comme l'une des déclarations anti-guerre les plus percutantes de son époque. Son approche épurée de la justice, du devoir et de la trahison a influencé des films ultérieurs sur les tribunaux militaires et la responsabilité du commandement. Aujourd'hui, il résonne comme un hurlement silencieux à travers les décennies. Parfois, la guerre ne se déroule pas sur le champ de bataille. Elle se joue au tribunal, où la vérité elle-même est mise à l'épreuve. Numéro 4. Trop tard pour les héros, 1969. Lorsque le film de Robert Aldrich, Trop tard pour les héros, a fait ses débuts, les attentes étaient extrêmement élevées. Aldrich avait déjà réalisé Les 12 salopards, et il avait ici Michael Caine et Cliff Robertson pour mener l'assaut. Pourtant, ce qui aurait pu être une aventure de guerre populaire est devenu l'un des films les plus controversés de la décennie. L'intrigue suit un groupe de soldats britanniques et américains envoyés détruire une station radio japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale. À première vue, on dirait une autre histoire de mission suicide. Mais au lieu d'un héroïsme brut et sans phare, Aldrich nous livre du cynisme, de la trahison et des soldats motivés par la peur et leur propre intérêt. Le personnage de Caine, un Cockney cynique, remet ouvertement en question le sens de la mission, tandis que l'officier de Robertson lutte contre la lâcheté et l'incompétence au sein de l'unité. Le public était déconcerté. Il voulait de l'action, mais Aldrich leur a offert la décadence morale. Les critiques de l'époque l'ont jugé trop bavard et nihiliste. Certains ont même accusé Aldrich de trahir le genre qu'il avait contribué à définir. L'armée américaine aurait, dit-on, mal accueilli sa sortie, préoccupée par la façon dont les soldats alliés étaient dépeints comme égoïstes et corruptibles. La production ne fut pas plus aisée. Aldrich, réputé pour ses désaccords avec les studios, a lutté pour que la fin reste sombre.
Robertson aurait mal supporté la célébrité montante de Kane, ce qui a créé des tensions sur le plateau. Certaines scènes ont été tournées à la va-vite, dans des conditions extrêmes aux Philippines, et des membres de l'équipe sont tombés malades. Le résultat? Un véritable échec au box-office. Mais des décennies plus tard, les historiens affirment que Too Late the Hero était simplement en avance sur son temps. Son ton sombre anticipait la désillusion des films de guerre des années 70 comme Un pont trop loin et Apocalypse Now. Aujourd'hui, le message du film perdure. En guerre, la bravoure et la lâcheté peuvent cohabiter chez le même homme, et parfois l'héroïsme n'arrive que lorsqu'il est déjà trop tard. Numéro 3. La colline, 1965. Ces scènes étaient quand Sidney Lumet au sorti de Hill, il n'a pas été commercialisé comme un film de guerre typique. Au lieu de cela, c'était un drame psychologique implacable situé dans une prison militaire britannique en Afrique du Nord pendant la Seconde Guerre mondiale. Sean Connery, tout juste sorti de sa gloire de James Bond, a choqué le public en abandonnant le glamour de l'espion suave pour une brutalité crue. Le film suit des prisonniers contraints de subir des punitions sans fin, la plus infâme étant de gravir une colline de sable artificiel sous la chaleur du désert jusqu'à l'épuisement. Le personnage de Connery, Joe Roberts, n'est ni un espion ni un officier, mais plutôt un soldat emprisonné pour avoir frappé un supérieur. Les véritables antagonistes ne sont pas les nazis, mais des officiers britanniques dont la cruauté met en lumière la corruption inhérente au pouvoir. Les censeurs étaient inquiets. Le British Board of Film Classification craignait que sa représentation peu flatteuse de l'armée ne suscite la controverse, surtout que la Grande-Bretagne était encore très impliquée dans des conflits mondiaux. La violence n'était pas sanglante, mais son intensité psychologique laissait le public perturbé. Certains critiques la qualifiaient de sadique. Les États-Unis. L'armée l'aurait tellement détesté qu'elle a préféré prendre ses distances avec les projections. Derrière la caméra, Lumet a poussé ses acteurs jusqu'au point de rupture. Tournant sous une chaleur espagnole accablante, il a forcé les acteurs à escalader des dunes de sable réelles, encore et encore. Connery a failli s'effondrer et plusieurs membres de la distribution auraient souffert d'un coup de chaleur. Pourtant, l'authenticité a donné au film son réalisme implacable. Connery lui-même le considérait comme l'un de ses rôles les plus fiers, un rejet délibéré du glamour de James Bond. Le film fut un succès modeste, mais pas le blockbuster que le nom de Connery laissait présager. Au fil du temps, cependant, il est devenu un classique culte vénéré par les cinéphiles pour son regard sans concession sur la cruauté institutionnelle. Aujourd'hui, La colline résonne non seulement comme une histoire de guerre, mais comme un avertissement universel. Parfois, les batailles les plus meurtrières ne se livrent pas avec des balles, mais avec le pouvoir, l'orgueil et l'obéissance. Numéro 2. Le train, 1964. Quand le train est sorti, le public a été stupéfait, non seulement par son histoire, mais par sa pure physicalité. Réalisé par John Frankenheimer et avec Burt Lancaster, le film a transformé la Seconde Guerre mondiale en une brutale partie d'échecs entre l'art et la guerre. Pourtant, malgré sa brillance, il a été éclipsé au box-office par des spectacles de guerre plus tape à l'œil. La prémisse est d'une simplicité époustouflante mais chargée de tension. Les nazis tentent de faire passer clandestinement de précieux trésors d'art français en Allemagne alors que leur empire s'effondre, tandis que la résistance française, menée par le personnage de Lancaster, Labiche, essaie de les en empêcher. Ce qui suit n'est pas seulement du sabotage, mais une méditation sur le sacrifice, la culture, et ce pourquoi il vaut la peine de mourir. Le film a vite suscité la controverse. Certains critiques se sont interrogés sur la crédibilité de voir des hommes risquer leur vie pour des œuvres d'art, alors même que l'Europe était en proie aux flammes. Des responsables français auraient craint que cela ne banalise la période de l'occupation, tandis que les distributeurs américains, eux, redoutaient que le film soit jugé trop intellectuel pour le grand public. Le studio a failli supprimer des dialogues essentiels, mais Frankenheimer s'est battu avec acharnement pour en maintenir le cœur philosophique intact. En coulisses, le chaos était légendaire. Lancaster a réalisé presque toutes ses propres cascades, sautant sur des trains en mouvement, roulant sous des roues lancées à toute vitesse et sprintant sur les voies, alors que de vraies locomotives fonçaient droit sur lui. Une cascade lui a laissé un genou tordu. Pourtant, il a insisté pour finir le tournage. Frankenheimer a filmé de vrais accidents de train, faisant exploser des locomotives valant des fortunes, refusant d'utiliser des miniatures. Le résultat était une authenticité brute et dangereuse que le CGI moderne ne pourrait jamais reproduire. Bien que les critiques aient loué son réalisme, le train a eu du mal à trouver son public. Beaucoup préféraient des récits plus simples d'héroïsme sur le champ de bataille. Mais avec le temps, il a gagné en stature, devenant un chef-d'œuvre, un thriller de guerre intellectuelle qui mêle action et
avec une profondeur de cinéma d'auteur. Aujourd'hui, son message résonne de manière intemporelle. Même dans le chaos, la culture compte, et certains trésors méritent d'être défendus, quel qu'en soit le prix. Numéro 1, La bataille d'Alger, 1966. Peu de films ont autant secoué le monde comme La bataille d'Alger. Réalisée par Gillo Pontecorvo, cette production italo-algérienne semblait tellement réelle que le public pensait que c'était un documentaire. Son réalisme implacable en a fait un véritable paratonnerre mondial, garantissant sa censure, son interdiction, et qu'on en chuchote pendant des décennies. Le film dépeint la brutale guérilla urbaine qui opposa les rebelles algériens aux forces coloniales françaises durant les années 50. Filmée en noir et blanc granuleux avec des acteurs non professionnels et des caméras à main, elle brouillait la frontière entre le cinéma et la réalité. Des explosions dans des cafés bondés, des embuscades dans des ruelles sombres, la torture de prisonniers, tout était présenté avec un réalisme implacable. Les spectateurs quittaient les salles secoués, incertains d'avoir été témoins de l'histoire ou de la propagande. La controverse a été immédiate et vive. La France a purement et simplement interdit le film pendant des années, le qualifiant d'incendiaire. Aux États-Unis, certains cinémas ont refusé de le projeter, craignant qu'il n'inspire des mouvements radicaux. Le Pentagone l'a discrètement étudié comme outil de formation à la contre-insurrection, preuve de sa puissance cinématographique et de sa troublante exactitude. En coulisses, la production était pleine de tensions. Le gouvernement algérien soutenait le film, mais des rumeurs couraient qu'il exigeait des modifications pour glorifier la résistance. Pontecorvo, cependant, insistait sur l'ambiguïté morale, montrant avec la même crudité les attentats des rebelles contre des civils et la torture de l'armée française. Certains membres de l'équipe craignaient, dit-on, des représailles pour avoir même travaillé sur un projet aussi politiquement radioactif. Au début, les chiffres du box-office étaient de faibles, mais la réputation du film grandit d'année en année. À la fin des années 60, il devint un cri de ralliement pour les mouvements anticoloniaux du monde entier. Aujourd'hui, il est considéré comme l'un des plus grands films de guerre jamais réalisés, étudié dans les écoles de cinéma, les cours de sciences politiques et les académies militaires. La bataille d'Alger nous rappelle que le cinéma peut être plus qu'un simple divertissement. Il peut être une arme, un miroir et une prophétie. Peu de films ont osé autant, et encore moins ont payé un prix si lourd pour leur audace. Ces 10 films prouvent que parfois les plus grandes histoires de guerre sont celles que le monde a tenté de faire taire. Chacun d'eux porte en soi danger, controverse ou négligence, mais aussi une vérité trop puissante pour être ignorée. Lequel de ces trésors oubliés allez-vous découvrir en premier? Laissez votre réponse ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager pour plus d'histoires cachées.